André Nzapaeke, bonjour. Bonjour. Vous avez été nommé récemment Premier ministre de la transition en Centrafrique. L'ONU a donné le feu vert pour l'envoi d'une force européenne en Centrafrique. Est-ce un bon signal selon vous? Toute volonté d'aider la République centrafricaine aujourd'hui est la bienvenue. Nous sommes disposés à accueillir les forces européennes et de les accompagner pour nous aider à ramener la sécurité et la paix en République centrafricaine. Appelez-vous à l'envoi d'une force onusienne en Centrafrique comme l'a fait la présidente Catherine Samba-Panza? Vous ne pensez pas que la présidente travaille en solo. Nous sommes un tandem et je voulais déjà profiter pour clarifier une chose. C'est que la seule personne qui est élue par les membres du CNT, c'est la présidente. C'est elle qui nomme un Premier ministre et nous travaillerons ainsi jusqu'à la fin de la transition. Et d'ailleurs, c'est le seul moyen pour nous de réussir. Vous parliez du nouveau gouvernement. L'opposition politique centrafricaine a critiqué sa composition. Quelle est votre réponse? Le terme d'opposition aujourd'hui en Centrafrique est déjà devenu flou. Mais je voudrais aussi rassurer les uns et les autres. La situation est extrêmement complexe. J'assume donc pleinement toutes les décisions qui ont été prises. On me parle de clanisme. Il y a eu des discussions ici avec toutes les entités et les résultats de ces discussions et du rapport de force sur le terrain, c'est le terrain qui commande. Et nous avons tenu compte de la nécessité d'arrêter très rapidement les violences et ne pas prendre de retard dans la mise en œuvre de la feuille de route. Il faut relancer aussi l'économie, donc il nous faut de bons technocrates aussi. Mais pourquoi avoir nommé des proches des ex-Séléka, des anti-Balaka, alors que sur le terrain, les violences continuent? J'ai dit à tous les ministres, il n'y aura pas au sein du gouvernement de représentants de X ou de Y. Une fois entrés au gouvernement, on est tous ministres de la République. J'ai reçu hier les ministres individuellement et je leur ai répété ce message. Pourquoi, selon vous, les violences continuent? La France est intervenue, les Africains sont intervenus, Michel Djotodia est parti. Pourquoi les violences continuent en Centrafrique? Vous savez, les choses n'arrivent pas comme une pluie et ne s'arrêtent pas précipitamment. Ce pays est en crise et en conflit depuis une vingtaine d'années. Il s'est passé des choses horribles dans ce pays. Il y a des rancœurs, il y a des aigreurs. Ce serait vraiment irréaliste de s'imaginer que ce qui se passe ici peut s'arrêter brusquement. On aura encore des dérapages qui vont petit à petit se résorber. Ça fait des années, nous n'avons plus d'entreprise, nous n'avons plus rien dans ce pays, plus d'école. Même aujourd'hui, avec déjà les mesures prises au niveau de Kimberley, tous ceux qui travaillent dans les mines de diamants, et il y en a beaucoup, des milliers de jeunes qui travaillaient les creuseurs de diamants, aujourd'hui, n'étant plus en mesure de faire leur travail, ils se sont tous reversés dans la violence. C'est devenu un fonds de commerce pour beaucoup de gens, parce qu'il n'y a pas de mesure de substitution. Alors donc l'État, aujourd'hui, on doit rebâtir un État, repenser l'État totalement, et c'est simplement en prenant en compte l'ensemble de ces besoins qu'on va résorber la violence. À combien estimez-vous les besoins de financement de la Centrafrique aujourd'hui? Franchement, c'est un vaste plan Marshall qu'il nous faut pour la République centrafricaine. Un véritable plan Marshall. Quand un problème de sécurité s'installe et se généralise dans un pays, le problème de nourriture survient. L'agriculture n'existe plus. La RCA, qui était un des premiers pays d'élevage chez moi, on est revenu me dire qu'on est allé au marché, plus de viande. Les 2 derniers jours, il n'y avait presque pas de viande dans la ville. Plus d'approvisionnement à partir du Cameroun, parce que la route, la sortie sur Douala est insécurisée. Beaucoup de commerçants, comme vous le savez, qui étaient de confession musulmane, ou d'origine étrangère, comme beaucoup d'amis et de frères sénégalais, maliens, tchadiens, camerounais et autres, nigériens, ont quitté le pays. Il y a des arrêts de salaire. La plupart des sociétés privées ont fermé, ont réduit leur personnel, n'ont pas la possibilité de payer le personnel. Ça devient difficile. Est-ce que vous diriez, comme la communauté internationale, qu'aujourd'hui, la Centrafrique est un pays au bord du chaos en situation de pré-génocide? Le risque existe, mais je ne soutiendrai pas cette idée-là. Moi, je crains fort ce qu'on appelle les prophéties qui se réalisent d'elles-mêmes. Il y a des gens qui écoutent les radios, il y a des gens qui écoutent des commentaires et qui, du coup, nous, on va prendre aussi les machettes, on va faire ci et ça. C'est un jeu extrêmement dangereux aujourd'hui. C'est normal, l'ONU n'a pas totalement tort de craindre que quelque chose ne débouche sur une situation incontrôlable. Qui aura le courage politique d'annoncer qu'on ne peut pas tenir les élections début 2015?
Moi, je peux vous dire que nous ne sommes pas là pour faire ce type d'annonce. Nous sommes là, nous avons une feuille de route. Moi, je vous dis, j'ai abandonné une vie confortable pour venir pour cette bataille parce qu'elle était sérieuse. Je suis venu ici pour la période de la transition qui est estimée à peu près une année. Eh bien, si je commence à faire ce type d'annonce, ça veut dire que je ne fais pas mon travail. Et je ne peux pas d'office commencer à dire qu'on ne va pas faire les élections au début 2015. Avec votre parcours, on a envie de se demander pourquoi avoir accepté le poste de Premier ministre. Chez nous, on dit que le poulet rentre toujours dans son poulailler. Vous parlez de mon parcours et de beaucoup de choses. Mais comment est-ce que j'ai eu ça? C'est grâce à la RCA. C'est grâce à la RCA qui m'a tout donné. Alors, franchement, on est dans une situation où on ne peut pas simplement continuer à penser à soi-même.